Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition de l'Échiquier international en direct de Al24 News. Depuis la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et l'entité sioniste en décembre 2020 et conformément donc aux accords d'Abraham, comme conclu entre les deux pays, la présence des Juifs sionistes au Maroc a décuplé. Les signes d'ouverture de la population du début se sont transformés en chaudes larmes. Ils sont des centaines de Marocains démunis à se voir sommés par les autorités marocaines de quitter leur maison ou leur commerce sous prétexte que leurs biens étaient avant, dans un passé récent ou lointain, la propriété de familles juives marocaines. Bref, sionistes. Les sionistes arrivent en masse au Maroc pour récupérer leurs biens et en chasser les autochtones, les citoyens marocains privés de tous leurs droits au nom de la normalisation. Voilà donc aujourd'hui ce qui attend les Marocains désormais menacés de se retrouver à la rue sans aucun droit d'appel. Tout de suite les développements. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Youssef Boussoumeh, historien et militant pour la cause palestinienne. Youssef, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à vous. Également, Jimmy Dalido nous rejoint, chroniqueur et militant syndicaliste. Jimmy Dalido, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir. Nous accueillons également ce soir Aïssa Arbi, président de l'Association de la République du Rif en Belgique. Aïssa Arbi, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien pour l'invitation, je vous remercie vous tous. Merci. Bien sûr, est également avec nous Eli Hatem, avocat et homme politique franco-libanais. Pour commencer d'abord avec vous, Aïssa Arbi, vous qui donc êtes marocain, du RIF, qui donc militait justement pour un petit peu faire reconnaître, entre autres, les droits des Rifins à s'autodéterminer, mais également vous parlez aujourd'hui avec nous en tant que Marocain. Dans ces cas, Aïssa Arbi, on voudrait comprendre aujourd'hui comment le Maroc en est arrivé à ce stade où il chasse ses propres citoyens, parce que ce sont des citoyens marocains qui ont des droits sur ce sol, pour que d'autres, je dirais, viennent les remplacer. C'est-à-dire, en d'autres termes, comment le Marocain aujourd'hui se retrouvait carrément chassé de sa terre, de sa maison, de son commerce, pour qu'un sioniste vienne récupérer sa maison, son commerce ou sa terre, au nom d'une certaine, je dirais, d'un certain droit de propriétation qui aurait appartenu à son arrière-grand-père. Merci bien pour cette question-là. C'est la gravité des choses qui nous laisse sortir à parler ce soir-là, parce que la politique sioniste, elle a été tout le temps, on sait bien, au Maroc, elle a été au-dessus de la table et maintenant elle est sur la table. Je veux dire quelque chose premièrement. Quand on parle de la sioniste, qu'est-ce qu'il arrive, comme on dit, il y a des fois ils ont dit des juifs, on n'a pas le problème avec la religion, la croyance, mais on a un problème avec ces gens-là qui sont venus, ils ont pris des terres des Marocains dedans, même des terres des Rifins, on sait bien ce qui se passe. Mais quand on dit la gravité des choses, ces gens-là qui sont rentrés au Maroc, et on sait bien qu'ils ont été déjà sur un mur de Marrakech, ils ont été partout au Maroc, ils ont même démolé des mosquées, comme vous avez. Mais la religion, on n'a pas un problème avec, mais il ne faut pas m'obliger à faire ta religion. Moi, j'ai ma religion. Pourquoi tu viens de cette façon? Vous démolez des mosquées, vous prendre des maisons des gens, des terres. On sait bien comment ça se passe. Et c'est pour ça on sait bien au Maroc, quand il y a 5 ou 6 personnes à la rue, la police elle va demander qu'est-ce que vous faisiez ici pour le moment. Et maintenant, on regarde des sionistes qui ont été partout au Maroc, ils ont été au Rif, ils ont été même au Nador, ils ont été dans les plages, ils ont même été sans vêtements dans les plages. Il y a des vidéos qui montrent ça, on ne parle pas comme ça. Et quand on dit ces gens-là, ces sionistes, on ne s'arrête pas là. Il y a la gravité des choses.
Oui. Il faut bien savoir que ces enfants de ces juifs-là, on dit les sunnistes, sont des soldats à Israël et qu'ils ont tué des Palestiniens. Et oui, je vous laisse la parole. Oui, très bien. On va revenir vers vous, Aïssa Arbi, parce que vous êtes un Marocain et vous êtes le mieux placé aussi pour nous parler de ce qui se passe aujourd'hui et comment les Marocains vivent cela, justement, dans leur chair, dans leur sang, dans leur terre et dans leurs biens. Elie Hatem, comment, selon vous, nous en sommes arrivés à cette situation? Comment le Maroc s'est retrouvé dans cette situation, je dirais, qui rappelle étrangement les débuts d'une colonisation en Palestine, c'est-à-dire que ça a commencé progressivement, l'accueil des soi-disant rescapés d'une certaine Deuxième Guerre mondiale et de cet holocauste ou de ce que vous voudrez par rapport à cette population qui, en terre d'accueil, s'est retrouvée carrément à prendre place des Palestiniens, des véritables Palestiniens. On est en train de parler de la préparation de ce qu'on appelle le petit Israël. Alors, est-ce que finalement le projet a commencé parce qu'on le voit visiblement au Maroc? Bonsoir tout d'abord à vous, à tous vos invités et à tous les téléspectateurs. Comme vous l'avez très bien pointé, il s'agit d'un projet. Ce projet, en fait, c'est un projet sioniste, c'est d'étendre les frontières et l'existence de l'entité sioniste au-delà de la Palestine. Nous le voyons au Maroc aujourd'hui, nous l'avons vu il y a quelque temps, même à Chypre, où les autorités chypriotes ont été obligées de prendre des mesures et des lois pour éviter l'achat de leur territoire par des Israéliens qui ont déferlé sur l'île, surtout après la première agression israélienne contre l'Iran, ce qu'on appelle la guerre des 12 jours. Et ils ont occupé, ils ont acheté plutôt plus de 10% du territoire chypriote. Alors, l'étendue de ce projet sioniste est au-delà même du Proche et du Moyen-Orient, avec une colonie en Afrique du Nord, également une colonie en Europe, mais nous le verrons, ça sera entre la France et l'Allemagne, entre l'Allemagne et la Pologne. C'était d'ailleurs à l'époque, c'était le projet, c'était en Ukraine. Il y a certains qui disent que éventuellement, ça sera également une autre colonie en Ukraine. C'était un peu le rêve des premiers sionistes, des amants du Sion, c'est-à-dire avant la proclamation ou le changement de ce nom et la création de l'Organisation sioniste mondiale avec Théodore Herzl. Parce qu'il faut rappeler que le sionisme n'est pas né avec Théodore Herzl, il est né bien avant, et comme vous l'avez très bien souligné d'ailleurs, en Palestine, les premiers Bilouïm ont commencé vers 1830, en 1830 ou 1835, c'est-à-dire bien avant la création de l'Organisation sioniste mondiale. Malheureusement, il y a certains pays arabes, y compris le Maroc, y compris d'autres pays, qui tombent en fait sous ce terrorisme politique, sous la pression exercée par l'entité sioniste. Que ça soit aujourd'hui, on le voit même aux États-Unis, il y a certains qui disent que le président américain est sous emprise de lobbies sionistes, en particulier, qui le menace avec l'affaire Epstein. Et j'insiste Epstein et non pas Epstein, parce que je dis Einstein et non pas Einstein. Donc il y a des moyens d'utilisation d'une pression particulière sur des politiques pour céder et pour former ce fameux projet maçonnique qui est ce qu'on appelle les accords d'Abraham et qui n'ont aucune valeur, parce qu'avant d'aboutir à une nouvelle religion ou une nouvelle façon de coexister avec les autres religions, j'appelle les musulmans à se réconcilier déjà entre sunnites et chiites. Très bien. Donc c'est une foutaise. Ouais. Merci beaucoup, Elie Hatem. Restez avec nous. Comme ça, on va un petit peu répartir la parole sur le reste de nos invités. Finalement, Youssef Boussoumeh, on sait que là, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui au Maroc, le fait de chasser ses propres citoyens de leur maison, lorsqu'on voit des Marocains en train de pleurer, lorsqu'on voit des vieillards en train de verser des larmes parce qu'ils n'ont
pas d'autre moyen de récupérer leurs biens et qui sont obligés de s'astreindre à cet ordre qui viendrait de plus haut, lorsqu'ils crient au secours pour dire à qui nous devons nous adresser, un roi qui est complètement sourd, finalement, vers qui va s'adresser un Marocain qui est chassé de sa terre de plus de 120 ans, de 90 ans, de sa maison, en plus complètement démuni? Vers qui va-t-il s'adresser? Qui pourra le protéger? Puisque son roi même, le Merzen et le Merzen également, si vous voulez, ferme les yeux et donne même carte blanche à ce nouvel envahisseur. Bien, ces Marocains doivent absolument s'organiser et doivent protester auprès d'associations marocaines, éventuellement même auprès d'organisations internationales de défense des droits de l'homme. Mais en tout cas, on ne peut pas accepter, ils ne peuvent pas accepter ce genre de situation qui n'est pas sans rappeler la situation qu'a connue un petit peu l'Algérie. On a aujourd'hui en France des rapatriés, comme on disait, qui aujourd'hui exigent leurs biens alors qu'ils ont déjà été dédommagés par l'État français. Et ces revendications de ces Israéliens, en fait, il s'agit d'Israéliens qui reviennent, eh bien, sont absolument infondées, puisque effectivement il n'y a pas eu d'expulsion des Juifs du Maroc. Il est important de le préciser. Le professeur d'histoire Vermeuren, qui a étudié la question, avait même indiqué qu'à l'époque, au début de cette émigration des Marocains juifs vers Israël, même du bon argent avait été donné au gouvernement marocain en échange du départ de ces Marocains juifs. Donc on ne peut pas aujourd'hui revendiquer des choses que l'on a laissées volontairement et que l'État d'Israël, évidemment, s'est fait fort, l'État d'Israël s'est fait fort de récupérer donc ces Marocains. Donc ces Marocains doivent absolument protester. Cela fait partie de la normalisation. C'est une des conséquences de la normalisation. Et malheureusement, je crois que nous sommes qu'au début du problème. Et comme vous l'avez dit précédemment, certains Marocains qui ont pu se réjouir de cette normalisation vont maintenant, à mon avis, ne pas avoir assez de larmes pour pleurer, parce que cette normalisation, elle va avoir des conséquences terribles et que nous voyons actuellement à l'œuvre. Oui, en fait, quelque part, Jimmy Dalido, est-ce qu'on parle d'expropriation, on parle de terres, de maisons, de commerce? Quel est ce droit qui permet, par exemple, à quelqu'un qui a habité sur vos terres il y a 100 000 ans de revenir et de dire que mon grand-père était là, donc je viens récupérer mes biens, alors que on sait très bien l'histoire des Juifs marocains qui sont partis de leur propre gré parce qu'ils trouvaient qu'ils n'avaient plus rien à faire au Maroc et que jamais leur appartenance n'a été tellement marocaine qu'elle n'a été pour le reste du pays, parce que la plupart sont partis en France. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on va chasser le Marocain sans lui donner de dédommagement ni de substituts en échange, et on le laisse donc dans la rue pour que un sioniste, un juif sioniste, et je fais très très bien la part des choses, un juif sioniste vient s'installer le plus aisément du monde? Écoutez, merci pour cette très bonne question, parce que effectivement, nous voyons là les conséquences palpables et destructrices de la normalisation, qui, je crois, pourrait trouver pour synonyme contrôle, subordination et collaboration. Normalisation est égale collaboration. Et la normalisation en elle-même, finalement, ça a été un moyen pour accéder à une fin. Plusieurs fins, d'ailleurs. Première fin, à une colonisation de peuplement. Très probablement, l'entité génocidaire et l'entité génocidaire, l'entité sioniste veut très certainement une colonie de peuplement au Maroc. Et la deuxième chose, c'est effectivement diffuser ces pions ça et là, un petit peu partout, d'une manière très stratégique pour empêcher que le nouvel ordre mondial multipolaire prend forme. Et c'est pour ça d'ailleurs on rappellera que dans les accords d'Abraham, évidemment, il y avait le Maroc, mais il y avait aussi les Émirats arabes unis, il y avait le Bahreïn, qui ont été signataires de cet accord, et qu'une des fins, un des objectifs de cet accord d'Abraham, c'était l'Iran. L'attaque de cette espèce de triumvirat subordonné à l'entité sioniste,
elle visait l'Iran, qui est très clairement le dernier rempart du projet du Grand Israël. Et c'est bien ça tout le problème. Alors évidemment, les Juifs ne sont pas forcément sionistes. Mais le problème qui se pose, c'est qu'au Maroc, après 1492, on se souvient que c'était en 1492, le premier décret des Espagnols qui avait expulsé les Juifs et qui ont été se réfugier au Maroc. Et ensuite, il y a eu 48 et 56. Et ensuite, ils ont été se réfugier en Israël. Et malheureusement, on constate avec le temps que le sionisme est une idéologie qui n'accepte pas les autres peuples, qui n'accepte pas les autres frontières et qui reconnaît uniquement son propre pays. Et le sionisme étant une idéologie d'expansion politique, d'expansion messianique, c'est un projet messianique aussi à la base, c'est l'exportation des capitaux sionistes vers les sources de matières premières et de main-d'œuvre bon marché, saupoudré par une tendance mécanique. Et finalement, on s'aperçoit après quelques décennies que le projet du Grand Israël est priorisé coûte que coûte. Et je crois qu'il y a une ligne de démarcation à tracer entre le gouvernement marocain et le peuple marocain. Le peuple marocain est un grand peuple de résistants, mais qui malheureusement, je crois, détient un gouvernement qui ne prend pas forcément les bonnes décisions politiques, très clairement pas. Je reprends ce qu'avait dit le député du Likoud à l'époque, monsieur Dan Ilouz, je crois que je prononce mal son nom, et qui disait, qui affirmait deux choses. D'abord que l'ennemi d'Israël et du Maroc, c'était l'Iran, et qui allait jusqu'à affirmer que dans certains pays, il y avait des groupes terroristes, etc. On connaît la rengaine, tout ça pour justifier le projet du Grand Israël. Et surtout, je finirai par là, ce député du Likoud faisait une offrande à Washington, à Washington et Tel Aviv, en démontrant que le gouvernement marocain, malheureusement, était un gouvernement américano-israélo-compatible. Très bien, Jimmy Dalido. Donc, restons ensemble. Je me tourne vers vous, Aïssa Rabbi. Comment les Marocains sont en train de vivre justement cette injustice, parce qu'il s'agit d'une injustice, qu'ils soient expulsés de leur maison. Mais on se rend compte, par exemple, que la plupart des expulsions se font soit dans des douars où les gens vivent dans la précarité ou même dans la simplicité la plus primitive. Est-ce que cela est un hasard? Est-ce que on s'adresse pas ou on ne touche pas les plus faibles parce que ce sont ceux-là qui ne peuvent pas se défendre, Aïssa Rabbi? Merci bien pour cette question-là, mais quand on parle de ça, on va y aller aussi. Il y a la discrimination totale. Comment ça se fait? Quand ils regardent un sunniste, il n'est jamais touché, il est protégé par le royaume du Maroc, il est protégé par le roi lui-même. On savait bien, André Azoulay, c'est le bras droit du roi de Maroc. Mais quand on parle de discrimination, il y a des gens, comme vous avez dit, au douar et les civils et tout, il y a des gens qui ont des papiers. Quand je dis il y a discrimination, ils ont des papiers, que c'est leur maison, que c'est leur terre. Et la terre à ses parents, à ses grands-parents. Ils ont ramené même les papiers à la justice. Ils les ont jetés dehors. Et ils ont fait des vidéos, ils ont été partout avec des papiers. C'est notre terre, mais il n'y a personne qui écoute. Cette terre, c'est pas à vous, c'est à des sunnistes qui vont installer ici. Quand on fait un résumé de notre chose, il faut prendre pas les choses mal qu'on dit. Ces juifs-là, ces sunnistes qui sont au Maroc, c'est pas les mêmes que les juifs qui sont en Europe, qui sont contre l'État israélien. Ils sont contre la guerre sur la Palestine, à Palestine. Mais ces sunnistes-là qui sont au Maroc, qui sont protégés maintenant, ils défendent la guerre, ils soutiennent la guerre d'Israël vers ce sont Palestine. des sionistes, des pro-sionistes. Ouais, voilà.
Donc finalement, je viens vers vous, Elie Hatem. Finalement, comment on peut expliquer cette situation par rapport au Maroc, parce qu'il ne s'agit même pas d'une normalisation donc qui impose des coopérations. On est en train d'assister carrément à un fait colonial, graduellement, mais sûrement. Lorsqu'on voit par exemple certaines informations qui font par exemple part d'investisseurs israéliens, souvent donc des juifs d'origine marocaine, donc ceux qui reviennent vers leur pays soi-disant d'origine, qui nouent des partenariats pour des projets immobiliers, touristiques, technologiques et agricoles. Et la région qui a été choisie, c'est donc Marrakech, qui devient un petit peu, si vous voulez, le petit Dubaï, une sorte de hub touristique. Finalement, on est en train d'avoir une même mise par ce qu'on appellerait l'investissement, en plus de se réapproprier des terres et des maisons et des commerces qui appartiennent à des Marocains. Écoutez, vous avez souligné deux points qui sont très importants donc, dans votre exposé. C'est qu'il y a tout d'abord les Marocains de religion juive qui avaient émigré et qui veulent peut-être rentrer dans leur pays d'origine. Moi, je pense qu'ils doivent être les bienvenus. Et puis, c'est en quelque sorte le projet politique des Palestiniens, des Libanais. Nous voulons absolument que tous ces immigrés qui sont venus et occuper la Palestine ou l'entité sioniste en vue de créer cet État en fait artificiel et cette société artificielle israélienne, bon, ils sont très bien vus, moi je pense, qu'en retournant vers leur pays progressif. Mais un deuxième point, et c'est là où ça devient dangereux, c'est que ce n'est pas uniquement les Marocains de culte ou de religion juive qui sont entrés et qui sont en train d'acheter et d'investir au Maroc, mais il y a un projet expansionniste et colonialiste, sioniste. Et ceci, nous l'avons vu également, je fais toujours le parallèle avec Chypre, parce que nous l'avons vu avec cette immigration en fait des Israéliens et des sionistes à Chypre, qui n'ont non seulement investi et acheté des territoires, mais ils ont constitué un État dans un autre État. Et c'est là où nous avons vu quand même des endroits, ou même des petites villes, je dirais des mini-cités, qui sont installées sur le territoire chypriote et qui sont interdites aux autochtones chypriotes. C'est ce qui a d'ailleurs réveillé les autorités qui ont pris un décret et puis ensuite ils l'ont transformé une loi qui interdit à toute personne étrangère d'acheter sur le territoire chypriote. Très bien. Alors, Elie, je ne sais pas si mes invités également voient des images. J'aimerais bien qu'on reprenne les images. Donc, en train de complètement détruire une mosquée, une première dans un pays musulman, pour justement construire des habitations et des investissements, des investisseurs sionistes marocains. C'est-à-dire parce qu'on se découvre que cette terre appartenait jadis à des juifs marocains. Youssef Boussoumah, je vous donne le dernier mot, mais alors brièvement, parce que le temps qui nous est imparti est terminé. Oui, effectivement, c'est quelque chose d'incroyable. C'est une politique d'expansion où l'entité sioniste se sert du religieux pour une expansion coloniale, une néocoloniale, et ça c'est absolument incroyable. Comme vous le dites, c'est inimaginable qu'on puisse détruire une mosquée comme ça parce que des investisseurs israéliens l'ont décidé. Je crois que c'est inadmissible et à mon avis, le peuple marocain ne va pas tarder à réagir massivement contre cette normalisation, parce que tout cela est le fruit de la normalisation et de l'expansionnisme israélien, comme ça a été dit. Cet expansionnisme, d'ailleurs, ne s'arrête pas à ces pays-là. Aussi au sud Liban, maintenant l'entité sioniste parle d'annexer directement la partie sud, mais également même en Syrie, dans le village de Hadel, dans le Golan, on a des premiers colons qui sont installés. C'est une politique générale d'expansion de l'entité sioniste, et je crois que le monde découvre ce que cela veut dire, et en tout cas les peuples arabes, à mon avis, ne tarderont pas à réagir contre cela. Et nous faisons confiance au peuple marocain pour réagir bientôt contre cela. Il y a déjà des manifestations, mais j'espère que ces manifestations trouveront écho. Jimmy Dalido, en 2 mots, que faut-il dire vis-à-vis de ce scandale? Je dirais tout simplement que c'est plus qu'un scandale, c'est une attaque de l'entité sioniste contre l'humanité au final.
C'est à travers cette attaque contre le peuple marocain, c'est aussi une attaque de l'entité sioniste contre l'humanité. Et je pense qu'effectivement, il est important de s'organiser autour de peut-être l'axe de la résistance, qui, quel que soit où elle se situe partout sur la planète, résiste contre l'entité, face à l'entité sioniste. Et encore une fois, si on revient sur le schéma mondial, les choses sont claires. Le nouvel ordre mondial multipolaire en forme, les nouveaux espaces de croissance dédollarisés prennent forme, et le sionisme, qui a conjugué ses forces avec les pays impérialistes d'Europe notamment, ce qu'on appelle l'impérialo-sionisme, montre les dents, devient de plus en plus féroce, et ils sont plus que jamais dangereux. Merci beaucoup Jimmy pour avoir été bref et concis. Merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle juste qu'était avec nous Youssef Boussoumar, historien militant de la cause palestinienne, Jimmy Dalido, chroniqueur militant syndicaliste, Aïssa Arbi, président de l'association de la République du Rif en Belgique, affilié au Parti national Rifa, et bien sûr était avec nous également Eli Hatem qui est avocat, également homme politique. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.